On y va? Donc, alors ça, c'est le truc sur l'hôpital. Moi, je voudrais commencer par, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais vous poser une question et prendre la température finalement des gens qui sont là et de savoir sur votre averse par rapport au conflit. Est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt en aversion du conflit, vous détestez ça, ou est-ce que vous diriez plutôt que on pourrait dire vous aimez ça, voilà, vous trouvez ça, bon, ça va, je suis à l'aise avec le conflit, je n'ai pas d'aversion ou j'ai absolument horreur de ça. Donc, si par exemple on disait sur une échelle de 1 à 5, 1, j'ai pas d'aversion, pas du tout, et 5, c'est atroce, je déteste ça, qu'est-ce que vous diriez? Vous pouvez le mettre dans la fenêtre de chat si vous voulez, sinon c'est juste le marquer par devers vous, juste le mettre voilà, sur un petit bout de papier. Mon intention, là, mon but, mon objectif, c'est que ça bouge un peu à la fin. Voilà. C'est qu'il y ait un petit mouvement dans ce regard que vous portez sur le conflit. C'est ça mon objectif du jour. Voilà, je vous laisse allez, encore 10 secondes pour répondre. Et puis, on va commencer. Voilà, donc j'ai du 3, du 3, du 4. Très bien. Vous êtes un bon public, j'adore ça. J'ai toujours peur de me présenter avec des gens qui me disent j'ai pas du tout peur du conflit. Ça me laisse un peu stupéfait. Ok, super, merci. Alors, qui suis-je? Ça, on l'a un peu déjà dit. Damien l'a très bien fait. Quelle intention? Moi, je peux dire que, au fond, depuis que je fais ces vidéos, j'en parle d'ailleurs dans des vidéos un petit peu avec un peu de légèreté, parce qu'il n'y a pas que de la légèreté dans la vie, mais en tout cas, moi, j'ai grandi dans un climat où il y avait de la violence. Alors, c'était pas une violence physique, j'ai pas eu à souffrir de coups, comme c'est le cas parfois, d'abus, ou de choses comme ça. Il y a des quotidiens absolument épouvantables, hein, donc je ne vais pas vous tirer l'alarme, mais j'ai vécu de la violence, j'ai vécu des cris, j'ai vécu des menaces, j'ai vécu euh, voilà, des fusils sortis, j'ai vécu des choses très difficiles qui m'ont laissé souvent sidéré, impuissant, un sentiment de lâcheté. Ça ne m'a jamais quitté, cette affaire-là. Et, et au fond, mon grand combat, c'est le combat contre la violence. Et je me suis rendu compte que nous pouvons espérer un monde où il n'y ait pas de violence du tout. On pourrait espérer un monde vous savez comme on dit, un monde de bisounours. Le problème, c'est que je n'y crois pas du tout. Et j'en dirai quelques mots dans la présentation. Et que donc, il nous faut nous résoudre à traverser les oppositions que nous vivons les uns avec les autres, ce qu'on appelle les conflits. Et je vais revenir sur ce mot conflit. Et au fond, si j'arrive à vous donner un peu à séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire à séparer ce qui est du conflit et qui peut être du conflit sain, et à le séparer de la violence qu'il y a derrière, je crois que j'aurai réussi. Mon intention, c'est donc de construire un monde, au fond, un monde où il y ait moins de violence, euh, ce sur quoi on est. Hein, il y a des études qui montrent qu'il y a de moins en moins de violence, en tout cas de la violence physique, des meurtres, des morts violentes, il y en a de moins en moins dans le monde. Ce n'est pas forcément le sentiment que nous avons tous. Souvent, les gens me disent qu'il y en a de plus en plus, mais il y a aussi notre perception qui change. Et en tout cas, je crois qu'il y a encore du travail, quoi qu'on peut au moins se mettre d'accord là-dessus. Et c'est à ça que je voudrais participer et sur ce chemin que je voudrais aussi vous inviter. Une fois que j'ai dit ça, je dirais que cet exposé se passe en trois. J'ai trois messages. Le premier, je le redis, c'est que le conflit, ça n'est pas de la violence. Le deuxième, c'est que la vie, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est inévitable qu'il y ait du conflit dans la vie. Je suis en train de réorganiser mes fenêtres pour voir quelque chose. Et puis, le troisième, c'est que, c'est la gageure de cet exposé, c'est que le conflit peut mener à la joie. Voilà. On est parti pour le premier volet. Le conflit, ça n'est pas la même chose que la violence. Alors, la première question que je pose là, moi j'avais trouvé cette image et honnêtement, j'aimerais pas être à la place de ce gars là en blond. Euh, Rien que de le voir, ça me fait mal. C'est horrible. Et la première question que je pose, c'est est-ce que c'est de la violence, d'après vous? On va pas répondre forcément dans la fenêtre, mais juste par devers vous. Est-ce que ça, pour vous, c'est violent ou ça n'est pas violent? Et la première chose que je peux dire là-dessus,
au fond, je vais tout de suite enchaîner et répondre, en imaginant que vous avez fait vous-même la réponse de votre côté, c'est de vous proposer que ça n'est pas de la violence. Parce que la violence, c'est de l'abus. Hein. C'est de l'abus de la puissance. Alors, on peut faire un tout petit peu, là, on va pas faire de culturel, mais on va quand même faire un tout petit peu d'étymologie. Violence, ça vient de vis, qui est un mot latin. Je ne sais pas comment on dit, si on dit vie ou vis, d'ailleurs, je n'ai jamais été un latiniste confirmé. Et ça vient du grec bia, c'est pas non plus si on prononce bia ou via, qui veut dire force, force vitale. Et de vis aussi, on a tiré vouloir. Ça veut dire vouloir, même je crois, en latin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la violence qui est de l'ordre de la volonté, quelque chose de cette force en nous qui se manifeste. Et le mot a été caractérisé au moment où l'Académie française a fait un peu le travail de poser l'usage, de le formaliser. On a considéré que c'était de l'abus de la force. Et je vous propose de prendre, au moins pendant le temps de cette conférence, je vous propose d'adopter cette définition et de dire que la violence, ça n'est pas forcément quelque chose qui fait mal, comme on l'a vu sur la photo de la boxe. Ça n'est pas identique à brutal. Ça n'est pas parce que ça me fait mal. Si je vais chez le dentiste et que il me fait mal, ça n'est pas de la violence. C'est brutal éventuellement, ça me fait mal, c'est douloureux, c'est tout ce qu'on veut. Peut-être qu'on peut me plaindre malgré tout, mais me dorloter après. Mais ça n'est pas de la violence parce qu'il n'y a pas de volonté et il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas quelque chose qui est en mouvement chez l'autre et qui cherche à s'imposer à moi. Alors, le conflit, en revanche, c'est quelque chose de tout à fait différent. Hein. Le conflit, au départ, ça désigne vraiment une opposition, une guerre entre des États. Et on est d'accord que la guerre, notamment, est une chose qui engendre de la violence. Mais par bonheur, nous n'en avons pas connu, en tout cas sur notre territoire ici, depuis fort longtemps. Mais c'est aussi une opposition de points d'intérêt, de sentiments contraires, et ça peut même aller vers du différent, de la discorde, de la divergence. On peut avoir des conflits de points de vue, des conflits d'intérêts. En informatique, j'imagine que vous êtes tous un peu familiers avec ce domaine, on parle de conflits d'accès, par exemple. On voit bien qu'il n'y a pas de violence, c'est juste un problème d'organisation, si j'ose dire. Et donc le conflit n'est pas nécessairement quelque chose qui est de l'ordre de la violence. La violence, en revanche, alors je vais revenir. Je suis surtout désappointé par le fait que je n'ai pas l'ensemble de mes vidéos de mes diapositives sous les yeux. La violence, j'ai oublié de vous mentionner quelque chose. Il y a une forme de violence particulièrement caractéristique qui, à mon avis, aide à comprendre ce qu'est l'essence de la violence, et c'est presque le même mot, c'est le viol. Le viol, qui est presque, enfin, comment dire, emblématique de la violence, c'est la manifestation pure d'une volonté aveugle. Et on peut dire aussi qu'on reconnaît la violence en cela que la victime, celui qui en est l'objet, enfin oui, la victime tout simplement, devient aux yeux de l'autre, sinon consciemment, peut-être inconsciemment, peu importe, ça c'est autre chose, devient comme un objet, cesse d'être une personne à part entière, cesse d'être quelqu'un dont on respecte et le consentement, et la volonté, et le désir propre, pour devenir un objet soit de satisfaction, soit un obstacle sur son chemin, et on va le traiter comme un objet, et c'est là que commence la violence, au fond. Et donc le conflit, je reviens sur le conflit, et donc sur le conflit de besoin, j'aime bien illustrer le conflit par des tout petits exemples. Ce soir, moi je veux aller, alors je dis toujours je vais aller au restaurant, manque de bol, on est confiné, ça marche pas. Mais imaginons que ce soit hors confinement. Ce soir, je vais aller au restaurant et ma femme veut rester à la maison. C'est un conflit. On a des avis contraires. Par bonheur, ça ne va pas forcément se terminer par de la vaisselle qu'on s'envoie à la figure. Ça peut trouver d'autres issues. Peut-être que pour me faire plaisir, elle va m'emmener, elle va venir avec moi au restaurant. Je ne sais plus dans quel sens j'ai dit la proposition initiale, mais vous aurez fait le lien. Ou bien pour lui faire plaisir, moi je vais rester à la maison et puis on va, je sais pas, commander
la nourriture, voilà, se faire livrer, ou que sais-je. Ou bien, ou bien on va avoir une discussion, peu importe. Se dessine déjà d'ailleurs quelque chose qui est de l'ordre du bénéfice du conflit, c'est-à-dire que nous allons pouvoir nous renforcer notre propre relation, et par la représentation que nous avons de ce que nous sommes capables de faire ensemble. Nous sommes capables de dépasser une divergence de point de vue, nous sommes capables de faire des efforts, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, pour aboutir à une solution mutuellement satisfaisante, chose qui ne serait pas intervenue si on était tout le temps d'accord. Si on était tout le temps d'accord, nous n'aurions jamais l'occasion de montrer notre capacité commune, hein, ensemble, à faire du consensus, faire de la négociation, faire du, faire du commun. Voilà. Donc le conflit, ça commence par là. Nous avons des besoins, ou des envies, ou des désirs, peu importe, hein, notre besoin est un peu générique, euh, propre, chacun, divergent. Et, et dès lors que c'est divergent, et qu'on est obligé de les faire ensemble, hein, si mon voisin veut aller au restaurant, moi je veux rester à la maison, tout le monde s'en fout. Il va au restaurant, je reste à la maison. Le fait que ce soit avec mon épouse et qu'on veuille passer la soirée ensemble, c'est là que commence le conflit, parce qu'il y a un ajustement nécessaire. Alors, voilà. Je voudrais vous donner, je vais aller un peu vite, je voudrais vous donner ce que j'appelle une boussole, qui est un outil pour se repérer dans un certain nombre de situations et de voir s'il y a de la violence possible dans les situations. Je voudrais commencer par dire en préambule que je crains malheureusement que toute violence ne soit pas évitable. On peut le regretter, c'est comme ça. Mais encore une fois, j'aimerais vous inviter et qu'on tende collectivement vers une société moins violente. Alors, je vous raconte à nouveau une petite histoire moi j'aime bien le tout petit pour illustrer mes propos. Euh, je vais prendre le métro, encore une fois, remarquez, c'est à nouveau possible. Je vais prendre le métro, et puis en chemin, j'habite près de République, j'arrive près du métro, je vois deux amis que j'ai pas vus depuis longtemps. Mettons un couple, voilà, je les ai pas vus. Et je me réjouis de les voir. Je m'approche d'eux, ah super, voilà. Et puis en m'approchant, je m'aperçois qu'ils sont occupés. Ils ont l'air de discuter. Ils sont dans une discussion, et je me dis, oulala, je vais les déranger. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui n'aiment pas déranger les gens. Eh bien, je pourrais me trouver là, dans cette situation-là. Et plutôt que de les déranger, plutôt que d'arriver là, dans un moment inopportun, je peux décider de faire un détour. Voilà. Je remets à plus tard, tant pis. Au risque qu'ils me voient d'ailleurs, qu'ils se disent, il fait la gueule. Voilà. On peut dire que là, je suis dans l'impuissance. J'ai un désir et je le garde dans ma poche. Je le laisse insatisfait. J'y renonce. À l'inverse, je peux dire, je peux y aller. Salut, salut. Alors, je sais pas, on va les appeler, je sais pas, Martine et Philippe. Bonjour Martine, bonjour Philippe. Comment allez-vous? Vraiment, c'est super. Je leur tape dans le dos. Et ils étaient en train de discuter. Ils étaient dans un moment délicat. Bref, j'arrive en effet comme un chien dans un jeu de quilles. Je les dérange. Je fais plus que les déranger. Je suis importun. Et là, je prends le risque qui me rabrouent, qui me renvoient, qui me disent, tu vois bien que c'est pas le moment, enfin, zut, quoi. Voilà. Là, on peut dire que je suis dans la toute-puissance. J'ai agi mon désir, j'ai agi mon envie, sans sans me questionner finalement s'ils étaient d'accord ou pas. Et on est là aux deux extrémités, hein, c'est pour ça que j'appelle une boussole, parce que c'est aux deux extrémités du spectre et qu'il s'agit de se diriger plutôt, vous l'aurez compris, entre les deux. Mais entre ces deux extrémités, il y a un point commun. Et ce point commun, alors moi j'ai été formé dans une discipline qui s'appelle la Gestalt. En Gestalt, on parle de contact, c'est cette façon qu'on a, donc c'est un peu du jargon, peu importe. Mais on peut dire qu'il n'y a pas de vrai contact avec l'autre. Dit autrement, on peut dire que je décide tout seul. Dans le premier cas, c'est évident. Je décide tout seul que je vais les déranger. Je décide tout seul que c'est pas le moment. Et je décide tout seul que non, je ferai ça plus tard. Je ne vais pas les voir. Dans le deuxième cas, c'est la même chose. Je décide tout seul, sans me poser la question de leur consentement, que je peux aller les voir, que je peux aller leur parler, qu'ils ont le temps
de me parler, qui sont disponibles et qu'ils en ont envie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la marque de la violence possible. Ne pas demander le consentement, hein, avec l'exemple emblématique qu'est le viol, qui rend la chose lumineuse et immédiate. Alors on est d'accord qu'on est dans du tout petit là. Hein. Moi, je voudrais pas comparer le fait d'arriver dans une conversation avec un viol ou de même qu'on va pas comparer une gifle avec un meurtre ou des choses comme ça. Hein. Il ne s'agit pas d'analyser les niveaux, il s'agit d'essayer de saisir un peu ce que c'est que de la violence. Et là, il y a de la violence dans les deux cas parce qu'il y a du tout seul, il n'y a pas du nous, il n'y a pas du ensemble. Et vous l'aurez compris, l'idée c'est que on trouve la voie médiane qui est une voie de puissance, alors pas puissance au sens cuirassé, au sens guerrier, mais au sens je peux agir en sécurité, mon désir sans nuire à l'autre. Voilà, je suis en capacité. Et là, on parle de saine agressivité. C'est-à-dire que, alors, on imagine bien comment c'est possible. Hein. J'approche, si vous figurez la scène, je peux m'approcher jusqu'à ce qu'il me voie, faire un petit coucou, lui demander si je les dérange ou pas. C'est le moment, vous avez l'air occupé. Voilà. Et puis, voir ce qu'ils me disent. Oh, Laurent, on est content de te voir. Ou bien, ah, Laurent, dis donc, mais c'est pas le moment, quoi. On te rappelle. Je ne sais quoi, peu importe. C'est-à-dire que là, je suis encore une fois, c'est un terme de jargon de la Gestalt, on est dans ce qu'on appelle de la saine agressivité. Agressivité, parce que malgré tout, je les dérange un peu, et on verra pourquoi ce mot a été choisi spécifiquement, ce mot étrange d'agressivité, et c'est ça parce que je les prends en compte. C'est-à-dire que là, on est en train de tricoter du ensemble, du nous, et du consentement mutuel. Alors, pourquoi agressivité? Agressivité, c'est un mot qui vient de agredior, qui veut dire en effet agresser en latin. Vous savez, je fais plein de latin, alors je n'ai pas étudié à l'école, mais ça ne me fait rien. Et ça veut aussi dire aller vers, tout simplement. En l'occurrence, dans la scène, là, c'est exactement ce que je fais, je vais vers. Et ça veut dire aussi entreprendre. Entreprendre quelque chose ou entreprendre quelqu'un. Et en effet, entreprendre, monter une entreprise, c'est déranger l'ordre du monde. Si j'ouvre une boulangerie, pardon, je vais déranger le business du collègue boulanger qui est en face. Je vais même déranger les clients qui font un chemin différent pour aller chercher le pain le matin. Je vais bousculer les habitudes. Si j'arrive avec un produit innovant, je dérange l'ordre du monde. Je l'agresse. L'idée, c'est est-ce que je suis dans une agressivité saine ou dans une forme de violence qui écrase l'autre, qui ne le prend pas en compte. Et au fond, le conflit, c'est un ajustement. L'idée, là, on le voit dans ce petit exemple, l'idée, c'est que je m'ajuste à la réalité de l'autre. Et c'est ça qui permet d'éviter la violence. Alors, ça nous amène à la deuxième partie. J'essaie de regarder l'heure, voilà, l'heure qui défile, il est déjà 13h44, mais on avance, 13h. Donc, la vie, c'est le conflit. C'est l'idée que c'est pas évitable. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle du jour. On ne peut pas éviter les conflits. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes tous différents les uns des autres et que nous sommes assez fiers d'ailleurs de notre singularité et de notre diversité. D'ailleurs, c'est presque les deux faces d'une même monnaie. Si nous sommes divers, alors chacun est singulier, ça va de soi. Ces deux mots qui d'ailleurs sont vantés à longueur de réseaux sociaux. Mais imaginez que si nous sommes divers, si nous sommes chacun singulier, alors nous avons des besoins qui sont divers et des besoins qui sont singuliers. Et comme bien souvent ces besoins s'adressent à des ressources qui sont communes, eh bien ça crée du conflit d'accès à ces ressources, que ce soit du temps, de l'espace, que sais-je, de l'énergie, que ce soit voilà, toutes sortes de choses. Plus nous sommes divers, plus il y a du conflit parce que plus il y a nécessité d'ajustement entre nous. Et pour illustrer cette métaphore de l'ajustement, je voudrais justement utiliser une métaphore pour illustrer cet ajustement. C'est celle du tremblement de terre. Il se trouve que
J'ai un ami qui s'occupe de ça à Caltech, en Californie, Pasadena, et on discutait, on était une bande d'amis à discuter avec lui il y a quelques années, lors d'un de ses passages à Paris. Et il nous expliquait les points chauds dans le monde, le Chili, l'Indonésie à l'époque, etc. Et on lui a dit, et la Californie, Los Angeles, il nous a dit, ah non, non, on n'est pas inquiet. On lui a dit, comment ça, t'es pas inquiet je crois que c'était juste après le film San Andreas, le film catastrophe, ce que les Californiens appellent The Big One, c'est-à-dire l'attente du grand tremblement de terre, réplique de celui qui a détruit San Francisco au début du XXe siècle. Pardon. On lui dit, qu'est-ce que tu nous racontes? Il m'a dit, c'est simple, on n'est pas inquiet parce que pendant les 30 dernières années, il y a eu plein de tremblements de terre à Los Angeles. Plein. Et qu'est-ce que c'est qu'un tremblement de terre? Ce sont des plaques tectoniques, je ne sais pas si vous me voyez là, mais ce sont des plaques qui circulent à la surface du globe et qui potentiellement ont des trajectoires conflictuelles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui veut aller à droite, l'autre à gauche. Ça ne marche pas en même temps. C'est antinomique. Et donc, elles vont aller l'une contre l'autre, ça va accumuler, ça va faire un effet ressort, ça va accumuler de l'énergie dans le sous-sol. Et le tremblement de terre, c'est la manifestation d'un ajustement. Alors, soit cet ajustement se fait en permanence, soit il se fait une fois tous les 50 ans et ça fait badaboum et ça fait tomber les immeubles par terre. Et cette métaphore, au fond, elle est valable pour nous. Chaque fois que vous évitez le conflit, vous accumulez de l'énergie dans le sous-sol. Chaque fois que vous évitez un conflit, vous permettez que quelque chose de plus important se produise demain. Chaque fois que vous évitez un conflit, vous renoncez à faire maintenant cet ajustement qui vous permettrait d'éviter la catastrophe qui pourrait se produire demain. Purger l'énergie du sous-sol, au fond, traverser un conflit, ça sert à ça. J'entends beaucoup dans les entreprises, d'ailleurs, un des critères quand même vraiment centraux de bien-être, c'est quand on demande à des gens comment ils sont dans leur boîte, la première chose qu'ils disent souvent, ils ne parlent pas d'argent, ils ne parlent pas de... Et parfois, ils ne parlent même pas de leur travail, ils disent il y a une bonne ambiance, c'est super, ou il y a une mauvaise ambiance, c'est atroce. Alors, je concède qu'une mauvaise ambiance, c'est pesant, c'est pénible, c'est tout ce qu'on veut. Mais la bonne ambiance a ses inconvénients aussi. La bonne ambiance fait que la plupart du temps, enfin souvent, j'ai souvent observé, les gens finalement renoncent à se confronter les uns des autres, c'est-à-dire à oser le conflit, tout simplement. Ils renoncent à le faire au prix de au bénéfice de cette bonne ambiance. Il y a une trop bonne ambiance entre nous. Je ne veux pas casser l'ambiance, je ne veux pas la ramener, je veux pas la... Et au fond, à mon avis, toutes les mauvaises ambiances ont commencé par des bonnes ambiances où on n'a pas osé le conflit. Et moi, je dirais que si vous avez la chance de travailler dans un endroit où il y a une bonne ambiance, alors je crois qu'il faut oser le conflit pour la préserver. Et le deuxième, d'ailleurs, la deuxième importance de ça, c'est que si vous ne confrontez pas, vous laissez les dirigeants seuls. Alors, cette photo-là, une petite histoire, là, j'adore cette photo, je la trouve marrante, c'est à la gare Montparnasse, je crois que c'est au début du XXe également. On peut dire que le pilote est allé dans le mur, là, le conducteur de la locomotive. Je ne sais pas si c'est approprié à mon image, mais comme j'aime cette photo, je l'ai mise. Euh, L'absence de conflit laisse aveugles les gens qui sont en charge, en responsabilité, alors soit d'un projet, soit de l'entreprise, soit peu importe, quoi. Si vous ne dites pas ce que vous avez à dire, vous les laissez seuls. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est important. Il y a un discours d'un amiral, discours d'adieu aux armes, je pourrais vous le donner si ça vous intéresse. L'amiral Jouarnoulins qui avait fait un discours à l'école navale en 1976 lorsqu'il a quitté ses fonctions. Il avait été commandant de l'école navale et major général de la marine, qui est le plus haut grade. Et il avait fait un discours en forme de vadémécum du commandement. On pourrait dire aussi du management. Moi, je l'utilise beaucoup en coaching. Et en 12 articles,
qui sont tous très pertinents, je trouve. Et il y en a un qui dit, en substance, je cite de mémoire, la discipline suprême consiste à ne pas faire valoir à vos chefs les raisons qui, à votre avis, leur ont échappé. Donc, il parle d'indiscipline suprême. Bien sûr, c'est toujours plus confortable de la fermer, c'est toujours plus confortable de se taire, c'est toujours plus confortable de ne pas remuer, pardonnez-moi, je vais employer un terme grossier, mais de ne pas remuer la merde, mais c'est parfois nécessaire, c'est nécessaire à mon avis, et sain. Voilà. Continuons sur la dernière partie, hein, je voudrais avancer pour les questions, il est déjà 51. Le conflit, c'est la joie. Qu'est-ce qui me fait dire ça alors, on va dire quelques mots là-dessus. Je me suis aperçu que mon exposé n'était pas toujours très clair et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je vous dis ça. Tout à l'heure, Damien parlait d'opposition et de contrainte, que finalement, l'agilité, c'est une façon d'organiser l'attention. Et il y a cette idée que derrière l'opposition, derrière la contrainte, derrière les désaccords, derrière les discussions difficiles, qui ne sont pas les moments les plus agréables à vivre, hein, je veux bien le consentir, il y a cette idée fortement intégrée qu'il y a une meilleure solution derrière. C'est ça qui nous vaut notre passion, d'ailleurs, pour le débat, qui je trouve n'est pas toujours la meilleure façon d'organiser le conflit, peu importe. Mais en tout cas, notre passion pour l'argument, le contre-argument, c'est bien du conflit vécu alors dans un cadre qu'on espère le plus sain possible, mais pour aboutir à une meilleure solution. Il y a cette idée que derrière la peur, derrière la colère, il y a de la joie, de la même façon que derrière les nuages, il y a le soleil. Alors pourquoi j'ai mis cette photo de dragon ici? C'est là qu'on va un tout petit peu rentrer peut-être dans un exercice, il y aura un petit exercice pratique là pour terminer, que vous allez faire chacun par devers vous. Il y a cette idée que notre peur du conflit se nourrit de choses anciennes, de choses de notre histoire. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Les oripeaux du passé. Souvent, nous revêtons les situations présentes d'anciens habits, des oripeaux du passé, et on les déguise en dragons. Vous savez, le dragon, c'est une créature imaginaire, vous ne saviez pas, je vous l'apprends, mais qui a une partie réelle. Souvent, c'est un serpent, un lézard qu'on a habillé finalement, que l'imaginaire humain a habillé d'attributs comme voilà, cracher le feu, comme ses cornes, comme cette gueule épouvantable, comme des ailes, comme des griffes, comme etc., des écailles affreux. Il y a des livres entiers du Moyen-Âge qui traitent des dragons. Certains ont plusieurs têtes, certains, enfin bref. On l'a habillé de plein de choses qui en fait ne sont pas réelles. Il y a cette idée que nous avons une tendance à habiller les situations réelles de choses qui ne le sont pas, parce que héritées de notre histoire et de notre passé. Et au fond, oser le conflit, traverser le conflit, c'est briser le voile des apparences, c'est redonner aux choses leur vérité nue et au fond, c'est aller à la rencontre de ces choses. Alors, je voudrais juste vous raconter une petite histoire. J'adore raconter des histoires, raconter une histoire pour illustrer ça, qui est l'histoire d'un type qui tombe en panne. Enfin, il crève, voilà. Il crève. Alors, il est sur une route perdue. Évidemment, il n'y a pas de réseau, il peut appeler personne. Le voilà dans la panade. Bon, il entreprend malgré tout de changer sa roue. Ça ne me semble pas si grave, mais il a oublié son cric. Hein, d'où la photo que vous voyez à l'écran. Alors, il a oublié son cric. Il se demande, voilà, il a un petit moment de désespoir. Et puis, d'un coup, il aperçoit à l'horizon une fumée de cheminée. Ah, il y a du monde. Finalement, le coin n'est pas si désert qu'il le pensait. Et il entreprend de faire le chemin à pied, c'est assez loin, pour eh bien, trouver de quoi réparer sa voiture, quoi, de quoi changer sa roue et mettre la roue de secours. Et puis en chemin, voilà, il est désespéré malgré tout. Il avait des rendez-vous, que sais-je, peu importe, mais il est un peu désespéré. Et en chemin, il rumine un peu. Il se dit, ça se trouve, il n'y a personne. Ah, mais si, il y a de la cheminée. Voilà. Si, il y a de la fumée, il y a forcément quelqu'un. Ouais, mais si ça se trouve, ils n'ont pas de voiture. Alors, c'est stupide, on ne peut pas habiter là sans avoir de voiture. Enfin, vous voyez, il y a cette espèce de dialogue intérieur jusqu'au moment où il se dit, mais attends, ils habitent là, c'est des sauvages en fait. Même s'ils ont une voiture, un cric, ils ne voudront jamais me le prêter.
Mais c'est sûr d'ailleurs, je veux dire, ces gens n'habiteraient pas là. Bah, c'est évident. Et puis il se monte comme ça, vous voyez, il monte, il monte, il monte, il monte, et sur ces entrefaites, il arrive malgré tout à la ferme. Il sonne, malgré tout, malgré toutes ses préventions et ses ruminations. Là-haut, il y a une fenêtre qui s'ouvre, il y a une femme avec un visage plutôt avenant qui ouvre. Et là, il est au comble de la colère. En fait, il dit, vous savez quoi, vous savez quoi, votre kick, vous pouvez vous le garder. Et il s'en va. Voilà. Et donc, il y a cette histoire illustre ce qu'on appelle la projection. C'est cette idée que nous projetons sur les situations, l'effet de nos ruminations, de nos préjugés, voilà. C'est très difficile de ne pas le faire d'ailleurs. Et au fond, le fondateur de la Gestalt, Fritz Perls, disait ça, que la caractéristique de l'individu en bonne santé, c'est de pouvoir apprécier quels dangers sont réels et lesquels sont imaginaires, et évidemment de savoir mettre en pratique ce jugement. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais comment on fait, on est d'accord. Il ajoutait que d'ailleurs quiconque était allé dans une forêt la nuit pouvait voir de quoi on parle. Dans nos contrées, il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de loup, il n'y a pas d'ours dans les forêts, et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas toujours très rassuré quand je me promène la nuit en forêt, ça m'arrive. Ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, mais ça m'arrive. Voilà, et donc je voudrais en venir à un petit exercice qu'on va faire rapidement, que vous pourrez refaire, vous, chez vous, cette idée de prendre 3 situations qui vous sont restées sur l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cherchez pas trop, quoi. C'est-à-dire que c'est l'idée de dire, tiens, dans ma vie, quand j'étais môme, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, ou même plus récemment, je ne sais pas, selon vos âges, dans ma famille, à l'école, au travail, nous avons tous vécu des situations, et certaines nous restent un peu, on les a mal digérées. Et c'est cet effet-là, d'ailleurs, que je voudrais illustrer. Si vous avez mal digéré des situations, alors il se peut qu'elles agissent encore sur vous. Vous savez que si j'ai mal digéré je sais pas, le couscous que j'ai mangé à midi, je pourrais avoir des rapports plus difficiles. Alors, Olivier me dit il faut que j'accélère ça, que très peu de temps. Donc, on va accélérer. On va faire l'exercice un peu plus rapidement. Donc, prenez ces 3 situations, juste notez ça, et puis vous pourrez le faire par devers vous. Une fois que vous avez pris ces 3 situations, si possible à des époques différentes et dans des contextes différents, donc je vous laisse pas 1 minute 30 parce qu'on n'a pas le temps, notez-le, vous le ferez par devers vous. 3 situations. Et puis, l'idée, c'est de regarder un peu à quoi elles font. Est-ce qu'il y a des ressemblances entre elles? Est-ce que finalement, il y a du commun dans ces 3 situations? Est-ce que à chaque fois, il y a eu, par exemple, moi je parlais de cet épisode où quelqu'un avait pris un fusil et où j'avais fait très peur, l'environnement m'était apparu menaçant. Alors, j'aurais voulu vous parler de la thérapie sociale de Charles Rochman. Je ne sais pas si je peux en parler avec ceux que ça intéresse. Comme il reste très peu de temps, je vais aller un peu vite. Il y a cette idée qu'il a classifié. Rochman, c'est un type qui s'est intéressé à faire parler ensemble des gens qui n'ont pas envie de se parler. Et il s'est intéressé aux besoins fondamentaux et comment on peut faire violence à ces besoins. De la même façon que un des besoins, c'est de manger, qu'on peut faire violence au fait d'affamer quelqu'un. Et alors, je vous les mets tous là rapidement. Il y a l'idée que on a 4 besoins fondamentaux qui sont l'amour, voilà, le lien, la sécurité psychique, que moi j'appelle la confiance, on a besoin que l'environnement nous fasse confiance, et un besoin de reconnaissance. C'est qu'à chaque fois, on peut faire violence à ça en nous abandonnant, en nous rejetant. On peut faire violence à la sécurité en nous agressant et en faisant de la maltraitance. On peut faire violence à notre besoin de confiance et de sécurité psychique en nous culpabilisant, nous accusant. Et on peut faire violence à notre besoin de reconnaissance en nous humiliant, en nous jugeant. Il suffit de se rappeler comment c'était dans les cours de récréation pour vous souvenir de comment c'était. Vous avez sans doute tous vécu ça. Et prenez ces 3 situations, prenez ce tableau et vous voyez comment ça, voilà, comment ça peut résonner. Alors, je sais, il y a Damien qui nous parle là, peut-être que je ne sais pas s'ils vont prendre la parole pour nous dire si je dois arrêter ou si. Voilà. L'idée, c'est de faire la lumière. Oui. En fait, Damien a mis un lien Zoom si par exemple les spectateurs qui suivent actuellement cette conférence veulent continuer avec toi Ouais. sur un Zoom. Et là, c'est fini, c'est ça que tu dis ou bien... Ouais, parce qu'en fait, il y a une autre conférence qui commence maintenant, c'est pour ça en fait. D'accord. Bon, je vais juste. Vous me laissez 1 minute et puis je termine Ouais, ça. ça marche. Hein.
ça Donc marche. là, je vais passer, alors ça, je vais passer là-dessus, pouf, je vais passer avec cette idée que, ben, voilà, il faut mettre du cadre, comme à la boxe d'ailleurs. C'est pas violent parce qu'il y a un cadre, un arbitre, du sol, etc. Ça, je pourrais détailler ça avec ceux qui veulent. Voilà, ralentir, ça c'est le conseil que je donne toujours. Quand j'ai qu'une chose à dire, c'est de ralentir. Souvent, plus il y a de conflits, plus on va vite, plus on accélère, plus on se précipite dans nos représentations. Et que un des moyens, c'est de ralentir. Et au fond, ça, je vais passer ça. Voilà, au fond, et j'en terminerai là-dessus. Le conflit, j'ai été trop bavard, je pensais que ça irait plus vite. Le conflit, c'est le moyen d'une rencontre authentique, hein, de la même façon que derrière les nuages, il y a du soleil, derrière la peur, il y a de la joie, et derrière l'opposition, la contrainte, la difficulté, il y a, comme en agilité, de meilleures solutions. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là.